Oui, mais la science est devenue une fausse science en devenant une religion, hein, parce que la science, en n'étant pas capable de, de se relier à l'intuition, la spiritualité, le cerveau droit, enfin tout ce dont on a parlé, l'aspect vibratoire des choses, bah, elle se rend. Voilà, moi, j'ai écrit dans mon livre La physique du futur lumineux. Je décris un futur dans lequel ce ne sont plus les matheux qui gouvernent la science, mais les philosophes. Parce que seuls les philosophes sont à même de faire les liens entre les disciplines dont on a besoin pour réunifier la science. Voilà. Mais le fait que ce soit les matheux qui gouvernent, alors qu'ils ont toujours été paumés, hein, ils sont loin du réel, hein, ils n'ont pas. Ça apporte des bienfaits, bien sûr, hein, les mathématiques sont utiles. Mais les mathématiques devraient être considérées comme un outil. Ça ne devrait pas être des mathématiques qu'émergent les chefs de la science. Et ça, c'est une grande erreur qu'on va payer très cher. Mais on va s'en sortir. J'ai deux points. Est-ce que sur la théorie des cordes, les niveaux de dimension, ça correspond à Calabillo qui parle d'une dizaine de dimensions, je crois, Oui. de dimensions à l'intérieur des dimensions, qui est juste magnifique. On peut voir ça en mouvement. Et Ah, c'est ça, hein, pour Calabillo. oui, Je laisse alors quelqu'un. ce sont les dimensions vibratoires. Enfin, moi, ce que je considère comme dimension vibratoire du vide. Pourquoi du vide? Parce que l'espace n'est pas constitué à cette échelle-là. Que la théorie des cordes attribue à l'espace. La théorie des cordes, en fait, son défaut, c'est d'introduire un contenant qui est différent du contenu. Alors que la physique nous amène de plus en plus dans l'idée que le contenant émerge du contenu. Voilà, donc mais n'empêche que, bon, les mathématiques de la théorie des cordes sont tellement belles, sont tellement puissantes, puisqu'elles permettent de reconstruire tout le bestiaire des particules élémentaires, il faut lui accorder du crédit. Et ce n'est pas parce que on utilise un modèle qui a un défaut que tout est faux. En utilisant un modèle qui accepte l'existence de l'espace, on arrive quand même à faire ces prouesses-là. Et c'est pas parce qu'on n'a jamais pu prouver quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est normal qu'on n'ait pas pu prouver quoi que ce soit, puisqu'il faudrait arriver à faire des mesures à un niveau extrêmement petite, qui n'est pas atteignable par nos instruments, et ceci en plus compliqué par le fait qu'à ce niveau-là, c'est quantique, et que donc c'est l'observateur qui crée la réalité. Bon, alors c'est compliqué. Et donc, mais par contre, la théorie des cordes, elle décrit donc les 6 dimensions vibratoires que moi je considère comme des 6 dimensions, des vibrations vibratoires du vide, en 2 parties, à 3 dimensions chacune. Et moi, je retrouve dans mes travaux sur le billard la nécessité de rajouter 6 dimensions à l'espace-temps pour décrire le multivers de potentialité du billard. Puisque je démontre, et je l'ai publié dans une grande revue de physique qui s'appelle Annals of Physics, je démontre que au bout d'un certain temps, un billard devient quantique et qu'on peut choisir comme on veut, sans exception, les conditions finales. Et qu'on peut même se payer le luxe, si on retarde suffisamment les conditions initiales des conditions finales, de trouver de multiples chemins qui relient le présent, mettons, et le futur. Et donc, pour décrire le futur, donc on est obligé de rajouter 3 dimensions, et on est obligé aussi de rajouter jusqu'à 3 dimensions pour décrire tous ces chemins. Et donc, ça me permet d'interpréter les dimensions vibratoires de la théorie des cordes, puisque forcément, et en plus, à partir du moment où j'ai compris qu'effectivement, quand on introduit des dimensions vibratoires pour faire vibrer l'espace d'un billard, du coup, on est capable de sélectionner la trajectoire des boules dans un billard au-delà de ce que la causalité est capable de nous donner, parce qu'en fait, dans un billard, les équations nous permettent de faire des calculs, mais les chocs entre les boules font perdre de l'information aux boules, et les boules finissent par perdre leur mémoire, et du coup, elles vont n'importe où, quoi. Ça devient vraiment un mouvement brownien, ça a même été démontré mathématiquement. Et donc, il faut bien rajouter des dimensions
pour décrire le futur, puisque le futur n'est plus le résultat des conditions du présent. Et donc, du coup, ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut rajouter des dimensions vibratoires. Et bon, du coup, je fais le lien entre les dimensions vibratoires de la théorie des cordes et moi, et les dimensions vibratoires que moi j'ai besoin d'introduire pour décrire la trajectoire d'une boule de billard, et ça m'introduit naturellement les deux fonctionnalités de la conscience que sont le moi et le soi, c'est-à-dire la conscience du temps présent et la conscience qui détermine notre futur. Ben évidemment, puisqu'il s'agit de conscience, puisqu'il s'agit d'espace. Donc voilà, et que la conscience, ça j'ai pas expliqué pourquoi la conscience c'était forcément l'espace. Alors je reviens là-dessus. La conscience, il y a trois choses qui constituent le réel. Le réel est constitué d'objets qui sont constitués de matière. Ensuite, le réel, il est constitué apparemment d'un espace qui contient toute cette matière. Et puis le réel, il est constitué de consciences qui sont capables d'avoir conscience de cet espace et de ces objets. Là-dedans, il y a un truc inutile, c'est l'espace. Parce que vous pouvez pas supprimer la conscience. Par contre, vous pouvez supprimer l'espace, puisqu'avec la conscience de l'espace et des objets, ça fait double emploi. Et en plus, il y a de très bonnes raisons de supprimer cet espace, c'est parce qu'il n'y a pas besoin que notre réalité soit réelle pour nous paraître comme réelle. Les bouddhistes le disaient, c'est la Maya, le monde est une illusion. Ça ne veut pas dire que nous vivons dans une illusion, ça veut dire que nous vivons dans une réalité qui n'est pas réelle en tant qu'apparente. Cette apparence du réel n'est pas réelle, c'est juste une apparence. C'est la conscience qui reconstruit l'apparence du réel à partir d'une information sous-jacente qui est vibratoire. Je repars un peu en arrière, c'est sur la question du vide. Comment est-ce que c'est relié à ce que, parlant du vide, de ce que vous disiez, du vide qui est plein, est-ce que ça peut être une manière d'expliquer que pour les atypiques, plus ils sont de haut niveau, c'est-à-dire THPI, TTHPI au-dessus, parce que j'en ai au-dessus du test, si on revient sur ce truc-là, plus ils sont silencieux, plus ils sont épurés, moins il y a de mots, plus ils sont connectés à une autre dimension. Le langage est épuré, les structures est épurées, c'est... je sais plus, j'ai perdu son nom, qui disait tout est abouti, non pas quand il y a quelque chose à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Et plus les gens sont à des niveaux plus extrêmes de la douance ou de cette forme d'intelligence, plus ils sont silencieux avec des silences qui sont pleins, sont des épures, mais des épures qui sont habitées, y compris chez les musiciens. Saint-Exupéry, merci Gaëtan. Antoine de Saint-Exupéry qui disait ça. Donc deux choses sur le vide, la manière dont des personnes vivent avec le vide. Donc la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et une deuxième chose, c'est les états vibratoires. Donc je reviens sur le multivers, sur les trous de verre, pardon, qui fait que si on est dans un état particulier, on peut connecter à de l'information, on peut récupérer de l'information parce qu'on se met sur cet état vibratoire où toute l'information existe quelque part. Il y a deux questions. Oui. Toute l'information existe quelque part. Parce que tout existe dans le présent, que ce soit tout ce qui a existé dans le passé ou dans le futur, tout existe. Tout a été en plus élaboré avec d'innombrables cycles, je pense, à toutes les échelles. Donc il y a tout ce qu'on peut penser a déjà été pensé. Simplement, on est sans arrêt dans des situations innovantes. Et donc, lorsqu'on a... Mais bon, il y a tellement... Comme tout existe, mais qu'il y a quand même des petites différences, bon, il suffit de vibrer une information qui nous met en lien avec une vibration qui est du même ordre, elle n'a pas besoin d'être exactement pareille, et puis on va ramener cette information. Et c'est comme ça que viennent les idées géniales. Hein. Les idées géniales, c'est quand quelque chose qui a déjà été pensé et donc
mémorisé quelque part dans l'univers, réussit à être adressé parce qu'on fait preuve d'originalité, on arrive à sortir de son conditionnement, et là par exemple, moi quand j'ai fait la découverte de ma carrière la plus importante, le mieux c'est de donner un exemple. La découverte la plus importante de ma carrière, c'est l'idée de faire appel à une courbe fractale qui remplit l'espace pour rendre voisins des informations qui ont l'air très éloignées. Lorsqu'on fait du traitement du signal complexe ou du traitement d'images très complexe, on cherche des corrélations entre des éléments d'information dont on ne sait pas où ils sont. Donc là, on a un problème, c'est qu'on a un temps de calcul considérable. En plus, c'est franchement moche. Si on essaye de comparer tous les points de son système, jusqu'à trouver l'élément d'information qui correspond à ce qu'on vient de reconnaître dans la réalité. Là, on regarde si on l'a pas en mémoire. Bah, si on compare avec tout ce qu'on a en mémoire, bah, c'est pas possible. Alors que si on dispose d'un accès direct, bah, c'est génial. Là, on arrive même à fabriquer un cerveau. Bon, mais là, je veux dire, et donc moi, l'idée que j'ai eue, c'est de fabriquer une courbe fractale qui remplit l'espace, et donc du coup, vous retrouvez voisins sur la courbe des éléments qui sont normalement très éloignés, parce que si vous amusez à balayer tout l'espace, bah, il va falloir en faire des kilomètres pour arriver à... Et bon, voilà, je résume. Donc, et moi, le jour où j'ai trouvé qu'il fallait faire ça, je me suis j'ai complètement lâché prise. J'étais en train de taper le sol de ma future piscine avec la baramine pour enlever le rocher qui empêchait de faire la piscine. Bon. Donc j'avais utilisé la baramine pendant un moment, j'ai été complètement abruti. Et puis après, à un moment donné, je me suis inquiété. Merde, là, t'es en train de te bousiller le cerveau, je me suis dit. Et là, j'ai un étudiant, là, il va falloir que je lui dise quoi faire. Ah, et puis, je pense qu'il faut que je le branche sur cette idée de courbe fractale. Oh putain, mais ouais, mais c'est compliqué. Bah, parce que moi, j'étais comme, mon cerveau était abruti, il cherchait une solution simple. Je sentais qu'il fallait utiliser une courbe fractale, et puis bon, enfin là, j'explique mal le truc. Parce que lui, il travaillait sur l'électroencéphalogramme et moi, j'étais en train de penser au feu de forêt. Le feu de forêt me ramenait à cette histoire de corrélation et l'électroencéphalogramme, c'était autre chose. Donc, je faisais un pont entre deux trucs qui avaient rien à voir, mais en fait, à raison. Et c'est là et là, je voulais chercher une solution simple, donc je suis allé chercher dans un autre domaine. Bon, je voulais voir les choses simplement. Je disais, bon, donc, pour résoudre ton problème, il faudrait que tu puisses avoir une courbe fractale qui remplit tout l'espace. Voilà. Philippe, ça veut dire quoi concrètement une courbe fractale qui remplit l'espace? Si je vous regarde en train de faire ça, vous faites quoi de particulier? Dedans, dehors? Qu'est-ce que ça transforme et qu'est-ce que ça produit? Je finis d'expliquer parce que ouais. En disant il faut que je trouve une courbe fractale qui remplit tout l'espace, je suis allé adresser quelque chose qui existait déjà. Et là, je l'ai reçu en imagination, je l'ai vu, ma courbe fractale. Et là, je me suis dit, putain, Eureka, ça existe. Alors que j'avais pas pensé ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une courbe fractale qui remplit l'espace? Ben, c'est une courbe qui visite tout un voisinage, qui visite tous les points d'un voisinage avant de passer au voisinage d'à côté, puis elle visite tous les voisinages dans un ensemble de voisinages avant de passer un peu plus loin. Et bon, voilà, c'est une courbe sur laquelle à tout moment tu retrouves forcément tous les voisins c'est-à-dire que par exemple deux signatures éloignées qui se trouvent loin dans l'espace, enfin bon, comment dire ça, non, parce que là,
bien sûr, je simplifie quand je parle, mais il faudrait aller considérer quelle est l'utilisation de ce machin-là. C'est pas un vrai espace, c'est un espace des phases. On appelle ça un espace des phases en physique. Un espace des phases, ça peut avoir 6 dimensions. Bon, et moi, je travaille sur des phases des phases qui en avaient 10 à l'époque. Bon, donc c'est un peu difficile à Mais en fait, comprendre. c'est un adressage pour aller connecter de l'information à balayage. Enfin, avec mon vocabulaire, c'est un adressage qui serait une forme À, de connexion à à condition de quoi. à condition de chaîner tous les points qui sont reliés par le même identificateur, la même signature, à condition de les mettre en chaîne, on refabrique un nouvel espace où tout ce qui est proche l'un de l'autre d'un point de vue vibratoire se retrouve au même endroit, alors que dans l'espace réel des phases, c'est éloigné. Et donc ça, C'est un c'est espace juste... expérientiel, au fait. C'est un espace Comment? expérientiel et temporel, c'est ça? C'est-à-dire que au lieu de travailler dans ce qu'on appelle un espace des phases, qui avait 10 dimensions à l'époque, mais qui éloignait tout ce qui était dedans. Et si je voulais trouver, par exemple, les choses qui se ressemblaient, bah, il fallait que je prenne une chose, que je la compare à tous les autres. Ça prenait un temps complètement fou. Alors que là, si je te change d'espace et qu'au lieu d'utiliser mon espace à 10 dimensions, j'utilise une courbe fractale, je me retrouve avec un espace à une seule dimension sur lequel, à condition de chaîner tous les points, toutes les signatures, se trouve au même endroit tout ce qui est corrélé, tout ce qui a la même signature. Et ça m'a permis de réaliser des prouesses considérables. C'est grâce à cette trouvaille que j'ai développé le logiciel qui a fait que j'ai créé ma société Uratech, qui ensuite a créé des cerveaux visuels, des caméras intelligentes, et j'ai travaillé avec des grands groupes grâce à ça. Et donc voilà. Et donc je suis allé chercher une information qui existait déjà, mais il fallait que je demande est-ce qu'une courbe fractale qui remplit l'espace ça existe. Et comme j'ai posé la bonne question, voilà, bah on va dire il y a comme un trou de verre là qui s'est formé avec. Je suis allé chercher et je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai visualisé cette courbe. Et après, c'est mon mental qui a essayé de la trouver vraiment dans la réalité, parce que je savais pas. Je savais pas comment elle s'appelait. En fait, il y en a différentes sortes. Il y a la courbe en Z, il y a la courbe de, je me rappelle même plus le nom là. Il y a une super courbe qui permet de faire ça, dont je me rappelle plus le nom, mais enfin, elle est dans mes publications. Et voilà, donc c'est un exemple. Tout ça, c'était pour donner un exemple, pour montrer aussi comment ça fonctionne, comment fonctionnent les idées de génie. Il faut vraiment sortir de la boîte du mental et à un moment donné, il faut vouloir voir quelque chose si on dit ça, ça doit exister, ça devrait exister, je sens que ça doit exister, paf, ça y est, tu l'adresses et tu la fais arriver dans ton cerveau. Ça, c'est joli, c'est de la magie, hein. Moi, j'aime cette magie-là. Et je dis aux gens, mais vraiment, consultez votre cerveau, allumez la lumière. Si on lui parle gentiment, avec les différentes dimensions, hein, il C'est là répond qu'il en y a, fait, hein. ouais, c'est là qu'il y a la différence entre le cerveau analytique et le cerveau intuitif, parce que l'intuitif, il va chercher un truc que le cerveau n'a aucune connaissance, qui dit ça, ça doit exister, et il le visualise, et et comme ça existe vraiment, il arrive à le visualiser, mais mon cerveau, il l'a jamais vu. Après, il faut que j'aille dans la bibliographie, petit à petit, pas à pas, pour m'apercevoir que ce genre de courbe existe et que ça a un nom. C'est génial. Alors que le cerveau analytique, il va tomber sur cette courbe. Oh tiens, c'est amusant. Il va chercher, peut-être qu'éventuellement, il aura l'idée de s'en servir pour faire un truc. Bon, mais bon, c'est différent. C'est ce qui fait que certains atypiques arrivent, enfin, moi, je le vois
dans les organisations où j'ai beaucoup travaillé depuis 30 ans, ils arrivent à voir une organisation en ayant cette espèce de distance-là. Euh, où des fois j'explique, c'est pour moi c'est pas de la euh, c'est pas de la dissociation, c'est de la bilocalisation. Je parle souvent de bilocalisation, où on est là et pas là. Et en fait, on arrive à voir le système organique, les structures, les personnes, et Ouais. enfin, je le vois comme un hologramme, et les choses s'agencent toutes seules, pour autant que le cerveau ne veuille pas intervenir Et avec justement, son côté cristallisé. ce qui est intéressant dans mon exemple, c'est que j'avais utilisé un marteau-piqueur, j'avais utilisé la baramine, j'avais mis mon cerveau en vibration, hein, et j'avais l'impression d'être devenu complètement abruti, d'avoir ramolli mon cerveau. Et c'est au moment où finalement j'ai complètement ramolli mon cerveau que me vient cette idée géniale. Donc ça prouve bien qu'il faut sortir du mental, quoi, pour arriver à trouver les idées géniales. C'est vraiment un exercice à déployer et en faisant confiance à ça, à ces formes d'intelligence, à lâcher prise sans rien lâcher et concevoir que enfin, c'est normal. Pour moi, c'est un monde normal, mais c'est ce monde-là. Où est-ce que vous aviez parlé d'un truc de euh, ah oui, sur une des conférences, vous parlez du disque mou versus disque dur et de la théorie univers bloc, c'est où est rangée l'information, puisque vous parliez du mou. Quand les gens, enfin, je parle toujours de ce monde-là atypique, ils ont accès à de l'information et comme vous disiez au début, quand vous lisez, moi j'ai souvent ça, je sais que l'information rentre, je sais pas où. Où est-ce que c'est stocké? Est-ce c'est un grand cloud? En tout cas, le système, pour autant que je l'oxygène bien, il fonctionne plutôt bien. Mhm. Euh, que- Quel serait ce disque mou versus disque dur dont vous parlez de Ben, gestion de l'information ou de la mémoire, peut-être? on, on- on tombe dans un piège. Ça dépasse le mental, hein. Le mental, il a besoin de visualiser un contenant. Mais si le contenant n'existe pas, bah bon, ça n'empêche pas l'univers d'information d'exister. Donc, il faut en faire une représentation mathématique. Parce que une représentation mathématique, c'est abstrait. Donc, il faut juste organiser l'information pour pouvoir stocker toute l'information de l'univers. Donc, pour ça, les matheux, enfin, pour ça, la physique, hein, a compris qu'il fallait utiliser 10 dimensions. Voilà. Sauf qu'avec 10 dimensions, ouais, on décrit tout l'univers, on décrit l'espace-temps, on décrit le futur, le passé, on décrit tout, mais on le fait pas évoluer. Et moi, j'ai trouvé que pour faire évoluer cet univers-là, cet univers bloc, il fallait rajouter 2 dimensions qui sont liées à la conscience. Voilà. C'est-à-dire les 2 dimensions qui sont liées au travail à l'intérieur de la conscience, à l'intérieur de l'espace-temps, qui va permettre de changer la ligne de temps, et le travail de la conscience qui est à l'extérieur, qui va permettre d'envoyer la vibration, qui, si celui qui travaille à l'intérieur la reçoit, va l'aider à aller vers le bon, parce que en fait, il faut être deux. Il faut être celui qui est dedans et qui a surtout pas, il faut surtout pas qu'il connaisse le futur, sinon il va faire des conneries. Et celui qui est à l'extérieur, qui a besoin de connaître le futur, en fait, le futur potentiel, le nouveau, qu'il veut emmener son compère. Alors lui, mais le compère, ils ont tous les deux le libre arbitre, hein. Mais on a besoin de cette coordination entre deux consciences. Une qui sait où il faut aller, mais qui est incapable de faire le travail, et une autre qui va faire le travail et qu'il faut surtout pas qu'il connaisse le futur, parce que son cerveau peut pas absorber cette information-là. Et donc, par l'intermédiaire du pont de communication vibratoire entre ces deux consciences, on arrive à faire évoluer l'espace-temps dans le bon sens et en procédant par cycle. Voilà. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais moi je trouve ça extrêmement subtil, séduisant, super. Et la physique nous permet de retomber là-dessus, hein.
Ça explique l'évolution de la vie, ça. Hein. C'est pas Darwin. Darwin, c'est n'importe quoi. Hein. Darwin, c'est de la pensée magique, faut le savoir. Hein. Y a peut-être un peu de sélection naturelle, d'accord, mais c'est certainement pas le hasard des mutations qui crée l'évolution du vivant. L'évolution du vivant, elle a lieu à toutes les échelles. C'est pas le hasard, c'est la conscience qui, à toutes les échelles, se relie avec l'autre versant de l'espace-temps où il y a une autre conscience qui voit les choses de l'extérieur. Et c'est cette coopération entre deux consciences sur chaque versant qui permet d'évoluer, de faire évoluer la vie dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est de la conscience individuelle ou collective ou les deux? Ben, c'est les deux. Enfin, là, on est relié à une conscience qui est sur un plus grand, on va dire une plus grande échelle d'évolution parce que c'est notre âme et elle a plusieurs vies, mais elle reste individuelle. Mais notre conscience collective, c'est pareil. On a une conscience collective qui est reliée à une conscience plus large. C'est un peu comme si chaque être vivant avait un modèle qui loge de l'autre côté. Et donc on est rattaché à un modèle. Donc une civilisation a un modèle auquel elle peut être rattachée de l'autre côté. Un être humain, un animal, n'importe quel être, un végétal a un modèle. Et puis après, il peut y avoir différentes formes de communication entre la vie et son modèle. Donc voilà, mais là on aborde des choses assez compliquées qui rejoignent la noosphère de Teilhard de Chardin, par exemple. Voilà. Ben justement, c'est passionnant. Donc, plus on est conscient de notre conscience, en métaconscience, conscience de notre conscience et de la manière dont on peut opérer, tout en étant à la fois sensible et respectueux des règles qui s'imposent ou qui émergent, plus on va pouvoir gérer notre propre écologie dans le sens qui nous importe, pour autant qu'on soit sur ces différentes dimensions avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on peut anticiper et faire émerger un futur et voir comment il nous répond. À partir de sa guidance intérieure, c'est-à-dire que on n'est pas tout à fait le maître, on n'est pas le maître, on est celui qui dit bon ok, j'accepte la mission ou pas. Enfin, on a du libre arbitre. Mais on n'est pas le maître de notre destinée. On accepte ou pas sa raison d'être. Ouais, ça, c'est la vraie liberté, en fait. Pour les gens qui voudraient une liberté, la liberté, c'est d'accepter qu'on ne l'ait pas et sous quelle forme. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre, en fait, c'est juste une illusion. Ben, le libre arbitre, il est nécessaire, il est obligatoire. Parce qu'il y a deux, c'est un peu comme si j'aime bien dire on est dans un habitat qui s'appelle le système corps-cerveau et on navigue aux instruments, hein, puisque la conscience c'est un système de navigation après tout. On a l'instrument qui est le pilote automatique qui s'appelle l'ego mental, le mental ego. Ça c'est le pilote automatique qui nous permet de rester adapté à la société. Et on a le GPS qui est le lien à notre âme. Ces deux instruments, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si on n'utilise que le pilote automatique, à un moment donné, on va dans le mur, hein, et donc dans la souffrance. Et si on n'utilise que la guidance intérieure, bon, c'est comme la foi en Dieu, etc. Tout ça, on va devenir inadapté à la société. Et donc c'est de l'équilibre entre les deux que naît la possibilité d'aller vers le meilleur futur. Et comme tout ça, et comme il y a des situations où on peut être en zone d'ombre d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés, mais ça, il faut être incarné pour le savoir. Le soi ne peut pas guider à notre place. Il faut être en mesure de savoir si c'est le moment de suivre sa guidance ou pas. Parce qu'il y a des moments où suivre sa guidance, c'est pas le moment. Et ça, c'est que lorsqu'on est en situation incarnée, qu'on peut savoir si, par exemple, on a raison, à quel moment on peut se permettre de prendre un risque. Parce que le soi, il va toujours chercher à nous faire prendre des risques.
notre soi supérieur, parce lui, il en a rien à foutre qu'on meure, hein, puisqu'il nous récupère, hein, de l'autre côté. Enfin, c'est lui d'ailleurs le maître de notre destinée qui sait quand est-ce que c'est le bon moment pour mourir, hein, parce que voilà. Mais il n'a pas peur de notre mort, hein, donc nous on ne devrait pas avoir peur de notre mort du coup, hein, voilà. Mais on doit naviguer, donc voilà, on va pas prendre des risques quand c'est pas le bon moment. Mais le soi, lui, il peut pas savoir parce qu'il n'est pas incarné. Donc on a besoin d'avoir un libre arbitre, même si le maître il est ailleurs. Qu'est-ce qui explique que les gens soient autant, les gens c'est beaucoup, hein, la grande majorité aujourd'hui, soient autant gouvernés par leur ego? Est-ce que c'est du mental cristallisé, rajouter de la peur, rajouter un contexte anxiogène, et en fait, C'est le paradigme matérialiste, c'est l'éducation qui nous a plongé dans ce système de croyances comme quoi la conscience est le produit du cerveau, l'intelligence vient du cerveau. C'est ça, c'est bien entendu la peur, les émotions basses, hein, la peur, la haine. Quand on entretient ces émotions négatives, c'est sûr que c'est plus facile de contrôler un peuple aussi, hein. Donc il y a un intérêt pour toute gouvernance à s'inscrire en faux contre notre reliance, hein. En même temps, bon, c'est ce qui sauve un peuple, la reliance. Mais bon, voilà, la gouvernance étant ce qu'elle est aujourd'hui, avec la volonté qu'elle a aujourd'hui, hein, de nous emmener vers un monde transhumaniste où l'intelligence artificielle est dominante, de manière à servir de système de contrôle. Donc les humains sont, d'après cette idéologie, voués à devenir des esclaves, hein. Ça, il faut bien le reconnaître, puisque de toute façon, ces mêmes personnes nient le libre arbitre. Donc si t'as pas de libre arbitre, c'est que t'es un esclave. Un esclave dans des prisons dorées, hein, bon, ok, mais bon, esclave quand même, puisqu'on va servir de nourriture. On va servir de nourriture, on va travailler pour servir une œuvre qui n'aura pas été choisie par nous-mêmes. Donc c'est là où nous mène la société actuelle, et c'est à cause de notre système de croyance qui est erroné. C'est parce que nous avons c'est depuis le siècle des Lumières, hein, soi-disant Lumière, hein, c'est le siècle de l'extinction des Lumières, hein, c'est le siècle où on a dit l'âme n'existe pas, la conscience est le produit du cerveau, tout est mécanique. C'est ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, qui est en réalité le siècle de l'extinction des Lumières, hein, le 18e. Les vraies lumières se sont allumées à la Renaissance, avec Descartes, Pascal, etc. Et l'extinction des Lumières est arrivée après Newton et compagnie. D'ailleurs, la théorie de Newton est fausse, on s'en aperçoit aujourd'hui. Les mathématiques de Newton sont correctes en approximation, mais en réalité, elles n'expliquent pas la gravité, parce que l'idée d'une action à distance de la gravité, c'est très ésotérique. Aujourd'hui, la physique se rend compte que la gravité est émergente, que ce n'est pas une force. Donc on est parti dans une voie de garage au XVIIIe siècle, qui a finalement servi à des intérêts industriels, économiques et financiers, hein, et donc ceux qui gouvernent aujourd'hui la planète ont eu un intérêt à nous maintenir dans ce paradigme, parce que ça justifiait la loi du plus fort, ça justifiait la compétition. Darwin, alors que la théorie de Darwin était fausse, et que même Darwin lui-même était prêt à reconnaître que sa théorie n'était pas juste, parce qu'il y avait des bugs. Darwin a été récupéré par le capitalisme pour imposer son modèle de société qui servait à maintenir en place les plus richissimes. Après sa mort d'ailleurs. Et voilà, et jusqu'à récemment. Et aujourd'hui, tout ce système est en train de mourir. Voilà. Et les pays qui font pas partie de cet effondrement sont les pays qui ont conservé un lien avec la spiritualité. Voilà. Soit à cause de croyances, soit grâce à des croyances religieuses. Bon, du coup, il va falloir évoluer là aussi, hein. Soit grâce à soit à différents types de liens avec la spiritualité. Tous les BRICS ont un lien avec la spiritualité. Eux, ils sont en train de... Bon, cela dit, ils sont pas mieux placés que nous pour nous éviter le transhumanisme, hein,
faut pas oublier qu'il y avait quand même un nouvel ordre mondial en marche pendant la crise Covid, où tout le monde était uni et tout le monde acceptait, y compris Poutine et compagnie, les Chinois, etc. Les Chinois en premier, ils voulaient imposer un système qu'on appelle une ingénierie sociale. Donc il y avait un accord commun pour emmener l'humanité vers un système de contrôle numérique que le 666 de la Bible avait perçu d'avance, 2000 ans en avance, et tout ça, ça a explosé. Ça a explosé, et aujourd'hui, on ne va plus dans cette direction-là. Il y a eu une scission, voilà, et il va y avoir un réveil occidental, parce que l'Occident va s'effondrer, mais c'est aussi pour renaître. Donc, Bien c'est sûr. quand même de l'Occident que viendront les meilleures réalisations pour le futur, alors que les BRICS, les Russes et compagnie vont rester dans un modèle de société qui vise à continuer l'ancien modèle, quoi. Donc, s'ils sont pas mieux que nous, mais au moins eux ne vivent pas cet effondrement. Alors, est-ce que la période des lumières, des fausses lumières sombres dont vous parlez et que je partage évidemment, on fait disparaître l'âme, et vous en avez parlé quelques fois, on fait disparaître Dieu, et à la place on lui a mis la science, qui est devenue une religion en soi. Oui, mais la science est devenue une fausse science en devenant une religion, parce que la science, en n'étant pas capable de, de se relier à l'intuition, la spiritualité, le cerveau droit, enfin tout ce dont on a parlé, l'aspect vibratoire des choses, bah, elle se rend. Voilà, moi, j'ai écrit dans mon livre La physique du futur lumineux. Je décris un futur dans lequel ce ne sont plus les matheux qui gouvernent la science, mais les philosophes. Parce que seuls les philosophes sont à même de faire les liens entre les disciplines dont on a besoin pour réunifier la science. Voilà. Mais le fait que ce soit les matheux qui gouvernent, alors qu'ils ont toujours été paumés, ils sont loin du réel, ils n'ont pas. Ça apporte des bienfaits, bien sûr. Les mathématiques sont utiles. Mais les mathématiques devraient être considérées comme un outil. Ça ne devrait pas être des mathématiques qu'émergent les chefs de la science. Et ça, c'est une grande erreur qu'on va payer très cher. Mais on va s'en sortir, parce que grâce à cet effondrement, on va rebattre toutes les cartes. Donc, Mais les grands mathématiciens étaient des philosophes, en fait. avant, Oui, mais oui, avant. vous Avant. avez vu le niveau philosophique des grands mathématiciens aujourd'hui, franchement, c'est pas la joie. Ben, pas que je sache, je suis pas assez fort là-dessus, mais enfin, quand on voit l'esprit, je parle de Grothendieck ou de Récolter Semaille qu'il a fait Oui, pour mais sa postérité. il s'est marginalisé tout seul. Lui, bon, ben voilà, il est reconnu comme étant un grand, mais bon, il utilisait son Ouais, il s'est cerveau fait droit. fracasser quand même, hein. Il a été adapté. Il s'est reconnu Ouais. lui-même comme inadapté, mais vous prenez les grands cerveaux, les médailles Fields aujourd'hui, ben, ils sont piégés dans le matérialisme. Bah, c'est Euh, délicat. Il y a Perelman aussi qui a fait de son côté, qui a refusé 1 million d'euros aux États-Unis et qui dit mais je veux plus faire de mathématiques, ça me va pas. Qui avait trouvé oui, la... donc moi ce que je dis, c'est que les mathématiques, c'est bien, mais c'est un outil. L'intelligence artificielle aussi, c'est super, mais c'est un outil. Il faut concevoir l'intelligence artificielle comme un outil, pas comme une intelligence qui va nous dépasser. Il faut concevoir les mathématiques comme des outils, pas comme ce qui doit régner pour organiser la science, la physique. C'est ce qui fait, c'est le cas aujourd'hui. C'est ça qui fait que nos plus brillants cerveaux sont sur des voies de garage. Carlo Parce qu'il faut... Rovelli, c'est un des plus brillants cerveaux de la planète. Il écrit des bouquins super intéressants, mais il est sur une voie de garage parce qu'il est encore dans le darwinisme et il n'arrive pas à comprendre que la conscience n'est pas le cerveau. Donc il est encore Qui, piégé là-dedans. qui Carlo ça? Rovelli. Ah oui. Carlo Rovelli, un de nos plus brillants cerveaux scientifiques, un des pères de la gravité quantique à boucle. Ben, je Et pense qu'on est effectivement, on Roger est sur des Penrose, lignes. Roger Penrose qui a compris plein de trucs, qui est le père de la conscience quantique.
un très grand, brillant cerveau, il est marginalisé. Il a raison et pourtant sa théorie a du mal à passer, bien qu'il y ait des expériences qui la corroborent. On se moque même de lui des fois, hein, donc c'est vraiment dommage. On a le plus grand cerveau de la planète, le plus brillant, il perd de choses absolument fantastiques, qui écrit des bouquins super intéressants, et vous avez des médiocres qui le marginalisent parce que ils considèrent que ce qu'il raconte, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais c'est fou, on vit dans un monde de fous là. Il est le père de la théorie de l'univers cyclique et on considère que cette théorie sa théorie elle est complètement barrée parce que les physiciens sont pas capables d'imaginer que le futur puisse être dans le passé. C'est n'importe quoi. Évidemment que le futur il peut être dans le passé. Bon, mais bon ben voilà, il y a tous ces progrès à faire pour faire sortir les physiciens de l'ornière, mais ça va se faire. Bon, ça va se faire, c'est obligé. Est-ce que les nouvelles générations arrivent avec la transformation ou pas? Est-ce Ben qu'on peut oui, avoir de l'espoir dans les nouvelles générations de scientifiques? oui, bien sûr, mais bon, le, dans le nouveau monde qui va s'organiser petit à petit pour refonder la société, les choses vont pas être organisées comme aujourd'hui. La science ne sera plus cloisonnée. La façon d'approcher la science, de faire de la science sera différente. Il y aura, ça sera mêlé aussi avec la technologie. On va revaloriser tout ce qui est le bricolage. Il va y avoir les low-tech, il va y avoir, enfin voilà, on va considérer l'intelligence, les talents d'une autre manière. Hein. On va arrêter de mettre au sommet de la hiérarchie de l'intelligence des matheux qui passent leur vie à trouver des trucs qui servent jamais à rien parce que finalement, au bout du compte, bon, c'est comme les cordistes par exemple, les gens qui ont travaillé pendant des années sur la théorie des cordes, ils ont gaspillé peut-être 30 années de leur carrière. Enfin, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, il y a plein de théories cosmologiques. Comment voulez-vous que toutes les théories cosmologiques soient justes? C'est pas possible. Il y en a qu'une seule qui est bonne. En fait, elles sont toutes fausses. Donc, vous avez des cosmologistes qui sont considérés comme très, très, très brillants, qui passent leur carrière à développer des choses qui vont jamais servir à, à, à aider notre appréhension du monde. Donc, voilà. Bon, ça, c'est à cause du fait qu'on a mis les mathématiques au sommet. Bon, lorsqu'on va arrêter, qu'on va mettre la philosophie au sommet, les choses vont être différentes. La science sera organisée différemment et les jeunes iront plus facilement vers la science. Ouais, c'est pour ça qu'on a supprimé la philosophie à l'école, pour être sûr qu'ils ne soient pas très intelligents. C'est une catastrophe. Hein. On l'a supprimé, je savais pas. Mais en tout cas, on l'a mis moi, à l'époque, on enseignait la philosophie. À mon époque, on enseignait la philosophie en terminale, c'est beaucoup trop tard. Moi, j'avais besoin qu'on enseigne la philosophie 4 ou 5 ans avant. Si. Ça a été supprimé de certains cours, oui. De certaines classes. Après, je suis plus à jour parce que c'est une opération de destruction massive. Mais après, reste le douloureux et difficile travail des parents que d'acculturer les enfants sans se faire allumer par les voisins, en jalousie, en compétition, parce on a aussi ça quand même, ce qu'on a pu voir de manière exacerbée ces 4 dernières années. C'est que c'est difficile de rester debout, de garder la foi parce qu'il faut quand même garder la foi, de garder l'espoir parce qu'il faut quand même garder l'espoir, de savoir qu'on est en dehors de la matrice et qu'on peut se faire récupérer par les gens de la matrice, de se mettre en réseau, c'est ce que moi j'essaie de faire, d'avoir des combats constructifs et de choisir ses combats, et de comprendre ce qu'on fait et toutes les portes que vous ouvrez, ce sont des portes d'espoir sur le fait qu'on puisse corriger son futur, ses vibrations, ses relations, qu'il y a des intersections et des décisions qu'on peut prendre qui peuvent corriger utilement notre vie.
Quand bien même on a plein d'emmerdements, d'histoires, de traumas, bien sûr, mais on n'est pas démunis. Tout ne s'inscrit pas dans le linéaire de ce que la matrice veut bien nous raconter, mais pas du tout. Mais ça requiert de s'exonérer, de s'échapper de tout ça, ce qu'il faut du courage, et de savoir qu'on n'est pas seul, ce qui est pour moi aussi important. Oui, c'est difficile d'avoir un pied dans chaque monde, mais c'est ce qu'il faut réussir à faire aujourd'hui. Parce qu'on a encore besoin d'avoir un pied dans l'ancien monde pour croûter, hein, pour vivre, pour avoir un salaire, pour avoir des ressources. Mais il faut aussi avoir un pied dans l'autre monde, et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Mais bon, bah, c'est un défi, hein, mais c'est un joli défi. Bah, c'est la danse avec du grand écart. Donc parfois on se casse un peu la gueule quand même. Mais en fait, si on est là, c'est pour ça. Si on arrive, moi j'ai toujours pensé que je suis né pour ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, mais j'ai pensé depuis le début. Mais bon, c'est un peu chiant, mais je comprends un peu ce qui se passe sur Terre. Mais le défi, il est maintenant en essayant de se protéger intelligemment, la famille, les enfants. Il faut protéger absolument les enfants aujourd'hui qui sont mis en danger. Euh, et si on est là, c'est pour ça. Ouais. Et Ok. est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas vu sur ce qu'on a échangé? Je pense qu'on a fait Ouais, je pense qu'on a fait un joli tour là. Euh, on a fait un beau tour. Et merci infiniment, vraiment. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens à redonner de l'espoir, à donner des éclairages, à remettre des mots sur des sensations, sur des perceptions, que c'est pas un truc de barjot, ils sont pas fous, ils sont pas folles, de vraiment pas abandonner la science, la belle science, celle-ci, de prendre mille précautions, mais on n'est pas obligé d'être sûr de tout parfaitement, mais en tout cas, il y a des bouquins, on verra avec Gaëtan pour que tout ça soit dans vos livres, soit dans l'interview. Et j'ai beaucoup aimé, mais je le prenais pas conscience, comme vous l'avez dit, de lire des choses qui nous dépassent. Et en fait, ça nous tire. Et moi, je l'ai beaucoup fait. Bah, si j'en ai parlé, mais que on peut le faire intentionnellement, ce que je faisais pas. Je le fais maintenant. En fait, je bouffe tout ce que j'ai envie et je ne me bloque pas sur ce que je comprends pas. Et je pense que c'est une manière de tirer. En fait, c'est du stretching de cerveau. C'est de la kiné réparatoire et qu'on peut passer dans les autres dimensions pour attracter les trous de verre et les synchronicités et l'espace. Enfin, le non espace-temps, mais en tout cas le vide Kepler. Et on peut aller jouer avec ça. oui, ça c'est important. Ouais. Enfin, c'est important de ne pas avoir peur d'être en contact avec de fausses informations, à condition de se mettre en contact avec les informations contraires et de pas s'attacher à une information qui nous paraît juste. Ça paraît paradoxal d'essayer d'oublier une information qui nous paraît juste, mais c'est pour éviter que le mental s'en empare, parce que le mental c'est un sacré farceur. Hein, donc, si une information vous paraît juste, vous allez avoir envie de vous y attacher, et du coup, ben, vous allez devenir, enfin, vous allez récupérer toutes les autres informations qui vont la justifier. Ça fabrique d'ailleurs ce qu'on appelle le complotisme, le vrai, hein, C'est un parce que biais cognitif. moi, je suis complotiste au sens où on l'entend habituellement, hein, voilà. Mais donc voilà, ne pas hésiter à ne pas avoir peur d'aller à la pêche à l'information, ne pas chercher à se faire un avis trop rapidement, même ne pas chercher à se faire un avis du tout, ne pas chercher à prendre position. Pour ça, laisser tomber une information lorsqu'on l'a comprise, elle revient de toute façon, et continuer d'aller à la pêche à l'information. Et puis à chaque fois qu'on a compris un truc, ouais, chouette, ouais, super, hop, on oublie, et puis on passe à un autre truc, et laisser faire le cerveau, puisque vous croyez au cerveau. Alors, si vous croyez au cerveau,
Le cerveau, il est capable de faire ça. C'est le processus de maturation, il appartient au cerveau. Bon, c'est avec l'aide du cerveau droit, puisque évidemment l'intuition, elle joue un rôle dans cette affaire. Mais le bon équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est de laisser faire la loi au cerveau droit, parce que c'est lui qui est le mieux placé pour faire la loi. Le cerveau droit, il dit, bon ben voilà, ça c'est vrai, mais attention, ne le retiens pas parce que ton cerveau gauche va s'en emparer. Voilà. Et si ton cerveau gauche s'en empare, il va se mettre à faire la loi et il va t'empêcher de continuer à dire ça c'est vrai alors que c'est contradictoire. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Si on veut récupérer le cerveau droit comme chef, il est fait pour ça. Il faut que Et le cerveau gauche soit un esclave. C'est pas lui qui doit décider de ce qui est vrai. C'est la sensation, c'est le ressenti, c'est l'intuition, même si on n'a pas encore compris ce qu'on ressent, qui doit décider de ce qui est vrai. en fait, plus on croise les informations dans le système, sans arbitrer, en allant déconstruire l'information, ce qui fait qu'on va mettre une densité, un volume, un espace, plus en fait on prend naturellement, physiologiquement de la distance. Et les informations, elles se posent toutes seules du fait de ne pas être accrochées au cerveau gauche, de laisser les deux cerveaux. Alors, le cerveau gauche, faut un peu ce que faisait Milton Erickson en hypnose ericksonienne, il faut quand même lui filer un os, sinon il couine un peu. Mais en fait, le garder sous l'autorité de l'autre, c'est de la technique d'hypnose ericksonienne. Et de fait de prendre la distance, et en fait, ça crée des perspectives en plusieurs dimensions à l'intérieur desquelles on peut se promener. Alors, les gens au-delà de THP font ça naturellement. Comme je dis souvent, ils sont montés en série. Qu'ils le sachent ou pas, hein, mais ça vaut le coup d'aller voir. Je pense que HPI peut développer ça et ça crée un processus d'intelligence, mais mise à distance d'information. Et même si elle est fausse, de toute façon, le système va passer l'information au tamis. Mais c'est du training, hein, c'est un art martial, mais c'est d'une puissance, c'est magnifique. C'est pas partagé, hein. C'est pas partagé du tout, mais c'est de l'intelligence supérieure, ça. Mm. Tout à fait. Bon, Est-ce que d'autres choses, Philippe? bah, mon chat vient me dire qu'il faut que je m'occupe de lui là. Euh, Quand il se met sur la table, là, il est là. Ah, oh, il est Quand il beau. se Il a quel âge? hein, Il a quel âge? il a 4 ans. Il est magnifique. Ouais. Oh, il est ça fait. Et puis il a une posture. Il est majestueux. Il a des belles couleurs. Faut le laisser dans la vidéo, hein. Bah, c'est un chat atypique, mais il est étonnant. Ouais, ouais, on va le laisser, hein, bien sûr. Est-ce on va arrêter là pour ce soir, Philippe? Oui, je pense que là, ça fait 3 heures, je crois, hein, donc c'est pas mal, Ouais, non? ça fait 3 heures. Il y aura On a des fait un bon interactions. voyage. Est-ce que ça vous va? Je vous ai beaucoup sollicité, mais du voyage qu'on a fait ensemble, par rapport Je aux pense, atypiques, parce que moi j'étais ravi, mais je pense que ça a donné l'occasion de donner des informations intéressantes pour eux, je pense, hein, donc Philippe, vous pouvez vous recentrer un peu parce qu'on vous êtes coupé en deux. Ouais, c'était pour pardon. Ah oui, je vous ai coupé, vous disiez sur ce qu'on a fait. c'est pas à moi de l'évaluer, mais je pense que dans ce que j'ai dit, il y a pas mal d'informations qui vont être intéressantes pour Oui, vos auditeurs. moi je peux l'évaluer. Euh, parce que, en fait, ce que j'ai apprécié, alors vous avez pris le temps, je vous ai laissé le temps, parce qu'en fait, à la fois, vous parlez de l'intérieur, mais vous parlez de l'extérieur. C'était,
Et comme un certain nombre d'atypiques, quand vous parlez, vous êtes à l'intérieur du système dans lequel vous parlez. Mais vous amenez des éclairages qui, pour moi, sont importants pour remettre de la normalité, de la confiance, des repères, des mots-clés y compris. Si les gens veulent aller plus loin, bah, ils vont prendre les mots-clés puis ils vont aller bosser. De toute façon, c'est ça que ça fait parce qu'on a toujours besoin de comprendre. Ça, c'est une caractéristique d'atypique. Il veut tout comprendre. Tout. Moi, c'est ce que je fais avec les médecins, c'est tout comprendre. Et on a accès à de l'information, donc faut en profiter. Ce qu'on disait avant, pas avoir peur des fausses informations, c'est juste qu'on n'est pas allé assez loin et qu'en gros, on n'a pas assez bossé. Euh, Parce que si on le traite comme ça, en espèce de logique floue, à un moment donné, ça va se stabiliser. Euh, donc moi, je suis vraiment ravi par rapport à ce que j'attendais de notre entretien. Et je remercierai Florence, notre amie commune, qui nous a mis en lien. Et elle a bien fait, je suis ravi. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui attendent ça et qui sont démunis et silencieux sur ce qu'ils vivent à l'intérieur, qui ne correspond pas du tout avec ce que vivent les gens normaux, peuvent pas en parler, ou ils se font dégrader, ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc ils se taisent, ils se taisent. Ils se taisent au risque de s'ignorer et au risque de se refermer parce que considèrent que c'est de leur faute et qu'ils font n'importe quoi. Mm. En plus, on vit à une époque où on est un peu obligé de se taire quand même, hein. Faut beaucoup se taire. Ouais. Faut beaucoup se taire. Mm. Ou pas, bah vous le faites pas des fois. Moi, je le fais pas des fois parce qu'il y a un moment donné, ben faut bien faire quelque chose. Hein. On n'est pas obligé de tout subir non plus. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je me tais pas, mais enfin, en fait, je me tais pas en public, mais je me tais. En privé. Non, enfin, les deux, quoi. Euh, vous savez bien, avec le Covid et compagnie, tout ce qu'on a vécu, il y a eu une scission. On peut plus Oui. côtoyer certaines personnes qui sont dans un système de croyance. On perd des amis à cause de ça. Bon, finalement, on se rend compte que c'était des faux amis. Voilà. Donc finalement, on a bien fait de pas se taire des fois. Euh, ouais, je pense. Ça, c'est un vrai sujet. Hmm. Parler austère, mais en fait, ça fait du tri sélectif. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on avait besoin de ce tri sélectif pour sélectionner les personnes qui nous emmènent vers le nouveau. Ah, ça a beaucoup trié, hein. Oui. Ça a beaucoup, beaucoup trié. Ouais, ouais. Moi, j'ai Bon, monté d'ailleurs, grâce à ce tri, oui. j'ai pu créer une association récemment avec d'excellentes personnes, des personnes pleines de cœur. J'aurais jamais rencontré ces personnes pleines de cœur qui me permettent de monter aujourd'hui enfin de participer, parce que c'est pas moi qui l'ai monté, à une association que j'ai appelée le Futé Lumineux, qu'on a appelé, c'est pas moi qui ai en plus trouvé le nom, le Futé Lumineux. Voilà, grâce à ce tri sélectif. Mais je crois que le tri sélectif, il fait émerger des synergies, des synchronicités, des contacts, de la bonne volonté, de vouloir faire du bien, de construire et de collaborer plutôt que le contraire. Et alléluia, et tant mieux. Et tant mieux. Je pense qu'il faut choisir son camp, il faut choisir ses énergies. Et puis après, chacun trace sa route. C'est pas la peine. Mes activités, c'est aussi l'école de Palo Alto et toutes les approches orientées solutions. Vaut mieux consacrer son énergie sur les solutions plutôt que sur les problèmes. C'est de la perte de temps. Ça vaut pour les gens. Hein. Merci encore infiniment, Philippe, pour le temps, l'énergie que vous nous avez consacrée. Merci à vous. Je pense qu'on va avoir de très beaux retours. Je suis vraiment ravi de ce temps qu'on a passé. On a fait un grand tour sur ce que vivent beaucoup d'atypiques
Et on a passé 3 heures avec Philippe, il nous a consacré beaucoup de temps. L'interview donc va passer, là on est en mars, dans 2 mois, le temps de faire tous les montages. On poursuit tout ce travail sur cette chaîne de contribution. Je vous rappelle, c'est une chaîne pédagogique, c'est pas de l'information. Pour de l'information, ça suffit pas. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir aider les gens, donner des pistes de compréhension le plus large possible, sur des dimensions très atypiques, comme on l'a vu là avec Philippe, mais atypiques, mais qu'on peut aller chercher, où on peut aller chercher des explications dans le monde de la science. Vous verrez nos prochains épisodes, puisqu'on a plusieurs programmations qui sont déjà prévues sur cette année 2024. Quoi vous dire, notre prochain livre avec Léodie Kripel chez Très Daniel, on a la même maison d'édition que Philippe Guillemot, sort jeudi 28 mars. Vous avez ça déjà en précommande. Mes formations se déploient cette année 2024. J'ai un nouveau programme, ce que je fais depuis 20 ans en France, en Europe, en Afrique, sur les approches orientées solutions. J'ai travaillé avec plus de 4000 personnes, y compris des professionnels. Maintenant, tout va être en digital sur ma plateforme digitale, avec un truc qui est au moins unique en France et peut-être ailleurs, c'est que j'ai fait une journée pour tout public, pour les parents, pour les enfants, pour mieux communiquer, mieux fonctionner. C'est un peu une formule de communication non violente, issue des thérapies brèves systémiques de Palo Alto. Et il y aura un deuxième niveau pour les professionnels, les psys, les consultants, les coachs, tous les gens qui ont à travailler, les médecins, les thérapeutes. Je crois que ça va être tout. Si l'émission vous intéresse, pensez à vous inscrire, pensez à mettre un pouce. Vous aurez un certain nombre d'informations dans le descriptif. Et puis, je serai ravi de vous retrouver sur un prochain voyage, une prochaine émission. Protégez bien les enfants. Je crois que je vais le dire maintenant à chaque fois. Protégez bien les enfants. Il y a des vrais enjeux aujourd'hui à protéger les gamins partout où vous pouvez. Et merci infiniment de nous suivre, et encore merci à Philippe Guillemot de nous avoir consacré autant de temps pour cette soirée. À bientôt.